Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force en ce 3 novembre 2024. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de week-end. Et puis écoutez, aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire le point sur le Bitcoin. Il y a des choses à dire, surtout que là, il nous a fait quand même quelque chose d'assez spectaculaire et quand même assez... Je me demande s'il y a pas eu de la manipulation derrière, tellement ça a été choquant quand même de voir qu'on a frôlé le précédent ATH de 200 dollars. Du jamais vu, quand même dans l'histoire du Bitcoin, de narguer à ce point-là, on va dire, les gens, les investisseurs sur le Bitcoin. C'est comme si on avait dit, hop, vous y avez cru, 200 dollars, un peu, enfin voilà, c'est assez impressionnant ce que nous avez, donc on va en parler bien évidemment. On va parler du VeChain, on a le point, je vais faire le point là-dessus, du XRP et de Ripple bien évidemment, et aussi surtout de VV Digital Collectibles. Et vous savez, comme promis, la semaine dernière, je fais le point sur le VVverse, puisqu'on a eu une vidéo entière de 30 minutes qui a été publiée par VV Digital Collectibles sur leur VVverse. Voilà, donc on va en parler. Et bien sûr, en fin de vidéo, je vous l'avais dit également la semaine dernière, que je ferai le point sur le sommet des BRICS qui a eu lieu la semaine dernière en Russie, à Kazan. Et donc là, on va en parler, puisque je vous ai fait en gros le résumé des grosses avancées qui sont ressorties de ce sommet des BRICS. Et bien évidemment, c'est dans l'actualité économique, puisque c'est très... on va dire qu'on est au tournant, on se rend peut-être pas compte, on n'en parle pas dans les informations, notamment en tout cas françaises, faut le dire. On a à peine entendu parler et encore. Donc tout ça, c'est quand même assez révélateur de ce qui se passe au niveau mondial. Et donc pour ça, je tenais à faire le point là-dessus. Et enfin, deux vidéos, on parle également du cours de l'or, on parle également des actions boursières et de ce que font les investisseurs, notamment comme Warren Buffett, à un moment où les sommets, on va dire, s'enchaînent, les records s'enchaînent sur le marché boursier. Donc on fera le parallèle avec, bien sûr, avec la Grande Dépression de 1929, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de signaux là-dessus. Bon, bah écoutez, moi je vous propose d'aller directement dans le vif du sujet et de passer à la suite. Donc on va commencer par le fameux rapport de Farside Investor sur les Bitcoin ETF spot, comme vous pouvez le voir ici, et regardez, moi ce truc de fou, c'est qu'on est passé de 22 milliards à 24,2 milliards en fait d'entrées, de flux de capitaux entrants en une semaine sur les ETF Bitcoin Spot. Une énormité, et c'est tout simplement, je crois, le troisième plus gros record. Je vais vous montrer les articles derrière, bien évidemment, on va en parler, mais ça révèle un petit peu la semaine de folie qu'on a eue en termes de montée des prix sur le Bitcoin, et en fait, tous les institutionnels sont littéralement jetés en même temps sur les ETF Bitcoin Spot. Un peu ce qui s'est passé. Pour le reste du marché, par contre, ça a été plutôt au niveau crypto, ça a été plutôt calme, comme le révèle toujours autant le rapport de Farside Investor sur les ETF Ethereum Spot. On voit bien que là, il n'y a pas bougé en fait par rapport à la semaine dernière, on est toujours dans le rouge. Donc, en fait, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on a une dominance absolue pour l'instant du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptos. On a 60% de dominance du Bitcoin par rapport au reste des altcoins au final. Donc pour l'instant, c'est vraiment le Bitcoin qui clairement nous dit que c'est sa position de roi et ça ne change pas. Donc j'ai passé à des articles crypto, hop, comme d'habitude pour montrer sur le Bitcoin. Alors, avec un article de Coin Academy, donc BlackRock valide 872 millions de dollars d'entrée nette et les ETF Bitcoin accumulent 1 million de Bitcoin. Voilà, donc ça y est, on y est. On parle également de la dominance du Bitcoin, oui, à 59,8%, signalant un intérêt institutionnel accru malgré une légère correction du marché. Voilà. Ça, très récent, ça date du 31 octobre 2024. Donc on voit bien que là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que pendant que les particuliers, entre guillemets, dorment, et j'ai notre article pour étayer un peu ces propos, eh bien, le reste, ça se gave de Bitcoin, notamment au niveau des institutionnels.
C'est un autre article de cryptost.fr, donc Bitcoin devient presque une monnaie légale à Lugano, retour d'expérience à la capitale européenne du Bitcoin. Donc depuis fin 2023, ça je vous le rappelle, parce que ça, Lugano, donc je rappelle que c'est une ville suisse, depuis fin 2023, Lugano autorise ses habitants à payer en Bitcoin et attire des milliers d'utilisateurs de Bitcoin. Ça rappelle un petit peu la démarche du Salvador, c'est-à-dire une légalisation, hein. Même si Lugano le fait à son échelle en termes en termes de ville, mais pas en termes d'échelle d'un pays comme le Salvador, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve, surtout si vous recherchez en ce moment, notamment peut-être comme moi, hein, je dois l'avouer, une solution de repli sur quelque chose qui est autre que la France, notamment que ce soit en termes de crypto-monnaie ou même en termes de cadre de vie, eh bien sachez que pas trop loin, Lugano, il y a quand même quelque chose qui est en train de se développer de façon très soutenue, hein, pour le Bitcoin. Et on parle même de Lugano comme la véritable capitale européenne du Bitcoin. Ouais, donc c'est assez intéressant. Et vous voyez, Plan B et Tether aussi ont fait partie des initiateurs du mouvement Bitcoin en fait à Lugano. Voilà, ça je trouve assez intéressant, surtout en ce moment, si vous cherchez également à vous expatrier, ben, pourquoi pas. Donc ensuite, on est passé à un autre article, donc toujours pareil, hein, le Bitcoin de Cointelegraph France, crypto, le Bitcoin frôle son record, mais les investisseurs particuliers dorment. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là on rigole, c'est que bon, le Bitcoin nous a fait un petit peu un coup de nez, je sais pas trop comment dire, il nous a fait ah, bien fait pour vous. Il s'est arrêté à 200 dollars en fait de l'ancien ATH, c'est-à-dire de 73 000 dollars, et il est monté à 72 900, enfin quelque chose comme ça, pour ensuite redescendre et de façon plutôt prononcée, on va dire, hein, depuis, parce il a vraiment perdu du terrain en termes de prix. Donc on voit bien que là, voilà, on frôle son record, mais les investisseurs particuliers dorment. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, toute cette montée, elle a été surtout amorcée grâce aux capitaux injectés par les institutionnels. Donc ça, c'est quand même une première, je dirais, à ce point-là, et on parle vraiment, selon moi, et après je rappelle bien sûr dans cette vidéo que ce que je dis, c'est à titre informatif, parce que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, donc je n'ai pas de boule de cristal et encore moins la science infuse, hein. Donc je le dis, à mon humble avis, ce que je pense, c'est que là, 2024, c'est vraiment le tournant dans la crypto où c'est vraiment les institutionnels qui mènent la barre, contrairement aux précédentes années, voire précédents cycles, où ça a toujours été les particuliers, les investisseurs qui ont fait quelque part changer la pluie et le beau temps sur les prix du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est plus le cas et on le voit déjà rien qu'avec l'impact des ETF, hein, et notamment des capitaux records qui affluent directement sur ces ETF. Donc en fait, les institutionnels sont tout simplement en train de capter le marché et même, pourquoi pas, moi ce que je dis depuis le début, hein, vous savez, notamment avec l'entrée de BlackRock, c'est le cheval de Troie en fait dans le Bitcoin, puisque petit à petit, ce seront vraiment les institutionnels et les acteurs financiers majeurs qui auront la main mise sur les fluctuations en fait quelque part du Bitcoin, s'ils arrivent à capter une grande échelle du Bitcoin. Et là, ils sont quand même bien partis, hein, puisque déjà, on parle de 1 million de Bitcoin captés par les institutionnels en très peu de temps, quelques mois. Voilà. Donc les investisseurs particuliers, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est vrai que je vois même autour de moi, quand j'en parle avec des gens qui sont patrons de la crypto, se disent que ouais, ils sont intéressés par la crypto, ils sont intéressés par le Bitcoin, mais comme le Bitcoin est à 60 000, 62 000 euros, entre guillemets, actuellement, eh bien, ça donne pas envie d'y aller, en fait. Ça y est, pour la majorité des gens qui ne se connaissent pas trop, qui ne connaissent pas les fondamentaux de cycle haussier-baissier sur le Bitcoin, pour eux, 62 000 euros, c'est tellement haut qu'au final, ça ne sert à rien d'investir maintenant là-dedans. C'est pour ça qu'on a vraiment on va dire, deux fils de vitesse entre les institutionnels et les investisseurs, peut-être particuliers. Là, je donne mon avis, je dis pourquoi pas, pour expliquer vraiment cette tendance différente au final, alors que d'habitude, ça a toujours été les investisseurs particuliers qui ont lancé un peu les hausses et les baisses des prix sur le Bitcoin. Là, récemment, ça a été, on voit, ça a été différent. Bon, allez, je continue, hein, toujours sur le Bitcoin, donc avec un article cette fois, hop, de cointribune.com, ça va bien, voilà. Le Bitcoin atteint de nouveaux sommets historiques au Nigeria. Donc alors que le Naira nigérian atteint son plus bas historique face au dollar, les investisseurs locaux se tournent de plus en plus vers le Bitcoin comme refuge contre la dévaluation. Donc voilà,
Ça rappelle encore une fois que faut pas s'inquiéter sur l'avenir du Bitcoin, puisque si les investisseurs particuliers, certains se délaissent du Bitcoin, en cas de crise économique majeure, que font les investisseurs? Les gens, au final, ils se réfugient dans le Bitcoin parce qu'il n'y a pas le choix, au final. Quand on voit sa monnaie, et là, je peux pas m'empêcher de penser à l'euro qui, bon, est pas quand même brillant, là. Il y a une petite montée de l'euro, on a parlé la semaine dernière par rapport au dollar. Mais ça ne durera pas parce qu'on sait très bien qu'il y a une grosse différence économique entre les États-Unis, l'Europe en ce moment, vu du contexte géopolitique. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'analyser, de montrer ce fait qui se passe au Nigeria, parce que plus la valeur d'une monnaie baisse par rapport au dollar, et plus les tendances pour les investisseurs sont de se réfugier dans le Bitcoin et l'or physique également. Dans l'ordre, ce serait plutôt, je pense, l'or physique à choisir en priorité et ensuite le Bitcoin. Mais en tout cas, après, au Nigeria, il y a peut-être moins d'accès au marché de l'or, donc ils sont peut-être ont plus tendance à se réfugier vers le Bitcoin. Pourquoi pas? Après, je sais pas les chiffres, hein, tout ça, mais je trouve quand même ça intéressant parce que c'est quand même révélateur hein, de la force tout simplement du Bitcoin par rapport aux crises économiques et son impact sur la philosophie des investisseurs qui font face aux crises. Autre article de cointribune.com, crise de la dette. Vous voyez, Elon Musk prévoit une hausse inédite du Bitcoin. Ça, je trouve ça intéressant parce que bon, Elon Musk, c'est pas n'importe qui quand même. Hein, il a créé des sociétés extrêmement puissantes. Il a une vision, bien évidemment. Et je trouve intéressant de voir du coup qu'il nous dévoile son avis sur l'avenir du Bitcoin. Surtout que lui, il le fait le parallèle entre la situation, la crise économique, hein, parce que du coup, il fait voilà, par la crise économique mondiale en lien avec les dettes. Et ça, c'est quelque chose, les dettes, au final, qu'avant qu'on en parle là en France, c'était quelque chose près de tabou, ou alors on s'en fichait, quoi. C'était un sujet sans vraiment d'importance, puisque de toute façon, la planche à billets, comme on peut la faire imprimer, on peut la faire marcher à l'infini, les dettes n'ont plus de valeur, donc on s'en fout, on peut s'endetter à mort. Voilà. Là, sauf que là, on sent qu'il y a le mur qui arrive, et là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que on recherche des choses qui restent avec des éléments un peu intrinsèques de valeur, notamment comme l'or et maintenant le Bitcoin. Vous voyez, donc le Bitcoin souvent perçu comme un refuge face aux incertitudes économiques. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose quand même dans la tête des milliardaires, des institutionnels, donc je peux associer les deux parce qu'en général les milliardaires sont très proches des institutionnels, voire sont des institutionnels, et eux ils se réfugient justement dans le Bitcoin parce qu'ils y croient. Donc ça rappelle aussi la philosophie de Michael Saylor, vous savez le fondateur de MicroStrategy, qui lui est un Bitcoin maximaliste et veut maintenant désormais créer une banque Bitcoin, carrément la première banque Bitcoin au monde. Donc on n'est plus du tout dans l'ère de 2009 où le Bitcoin c'était pour les criminels, les bandits, ce que vous voulez, ou c'était des trucs de geek. Non, maintenant on est sur quelque chose qui est en fait très similaire par analogie à l'or physique en fait. Fini les fantasmes sur le Bitcoin. Voilà. Donc tout ça, maintenant je vais revenir hop, à des petits tweets très sympas que j'ai trouvés pour prendre du recul en fait sur ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le Bitcoin, là, il nous fait des coups de nez, comme je dis, c'est-à-dire il frôle son ATH, puis après il nous fait « Ah, je vous ai bien eu », et puis il redescend. Bon, c'est vrai que ça fait 7-8 mois là qu'il nous fait des petits coups émotionnels. Si on n'est pas bien ancré, on n'a pas les deux pieds sur terre et qu'on ne connaît pas forcément le marché des cryptos, c'est assez dur à encaisser. Je vous le dis parce que je suis déjà passé par là, notamment sur le précédent cycle. Voilà, il fait des erreurs justement en raison de ces pics émotionnels, on va dire. Qui est normal, hein, bien évidemment. Mais du coup, pour rassurer encore plus, encore une fois, hein, après, là je m'adresse aux personnes peut-être qui s'y connaissent moins, parce que je sais que bon, il y a certaines personnes, on est un peu la chaîne des guerriers, quoi. On sait qu'on est là pour tenir. Mais il y a aussi des personnes qui rentrent, forcément, sont débutantes, on est tous passés par là. Et donc, c'est pour vous dire justement, regardez, donc là j'ai un tweet de Plan B qui a créé, donc qui est le fondateur justement du modèle, donc mon Plan B, hein, qu'on appelle le Bitcoin Stock to Flow, donc S2F.
Et en fait, ce modèle montre l'évolution des prix du Bitcoin en fonction du temps, simplement. Et vous le voyez à chaque cycle, donc chaque cycle qui est amorcé par un halving, bien évidemment, eh bien vous voyez que le comportement du Bitcoin a toujours été le même. Et regardez, aujourd'hui, nous en sommes là. C'est-à-dire que logiquement, on devrait toujours suivre une tendance à la hausse pour le Bitcoin. Et par contre, le modèle Stock to Flow, alors là, c'est assez dur à dire, mais semblerait que lui partirait même sur les 500 000 $ sur ce cycle. Alors, soyons très prudents, parce que quand on se base sur le Stock to Flow, vous voyez, on a eu, en 2013, il est passé effectivement de 10 $ à quasiment 1000 $. Ensuite, en 2017, il est passé, on l'a vu, hein, de 500 $ à près de 20 000 $. On l'a vu. Et en fin 2020, il est passé effectivement de 7 000 $, hein, il me semble, entre 3 et 7 000 $, jusqu'à 50 000 $. Et donc là, si on suit le modèle du stock to flow de plan B, logiquement, le Bitcoin devrait passer un petit peu vers là, allez, soyons fous, vers là, ce qui ferait entre 200 000 en fait et 500 000 $, tout pété. Donc c'est quand même une énormité quand on pense, là, on passe à un zéro de plus, quoi. Donc, à voir. Après, je vous dis, c'est très, on ne peut pas dire ce qui va se passer réellement, on n'a pas de boule de cristal, mais si ce modèle-là se confirme encore une fois, parce que ça a été confirmé quand même sur les précédents cycles, il est possible qu'on puisse voir un Bitcoin au final entre 150 000, voire 300, même 500 000 $. Après 500 000 $, il faut vraiment y aller, mais encore une fois, il y a plein de données qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on a les institutionnels désormais qui sont à fond, contrairement au précédent cycle, hein, je rappelle. On a un contexte économique qui est complètement, bon, pas se mentir, hein, complètement à la ramasse, faut le dire. On a même on a des guerres en plus au milieu, avec la guerre Russie-Ukraine, ce qu'on n'avait pas lors du précédent cycle. Donc tout ça, je serais très curieux de voir un petit peu les impacts qu'on aura sur le Bitcoin, et je ne serais pas étonné qu'effectivement, on ait un méga bull run en fait, on n'est même plus un bull run, on a un méga bull run pour tous les éléments en fait que je vous ai cités au préalable. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec un autre article, et là aussi c'est intéressant de voir justement pour vous dire un peu la puissance mathématique du Bitcoin au final. On voit bien que quand on regarde l'historique, ce que je vous avais déjà montré plusieurs fois, donc là j'ai un tweet de Bitmemes Daily qui dit effectivement October performed well, c'est-à-dire effectivement le October s'est bien déroulé comme ça aurait dû se dérouler, entre guillemets, et on voit que dans je vous avais déjà montré dans ce tableau que les performances à chaque cycle, c'est-à-dire à chaque année précisément où il y a eu le halving, notamment on parle de 2013 par exemple, surtout de 2016, eh bien toutes ces années-là ont été en positif pour tout ce qui est les fins d'année, c'est-à-dire entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc on voit bien que là en 2016, pareil, vous voyez tout est dans le vert, sauf novembre où, mais bon, ça reste un petit peu, ça reste quand même positif. En 2020, quand on a eu le halving aussi, c'est dans le vert. Et là, on voit, c'est vraiment, c'était très, très chargé dans le vert même, entre octobre et décembre. Et là, on voit qu'en 2024, on a eu le halving en avril 2024. Et là, on voit que septembre et octobre sont dans le vert. Par contre, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on regarde le passé, la seule année de halving où on a eu un mois dans le vert pour septembre, ça a été 2016. Vous voyez? Et en plus, avec des corrélations assez proches, notamment en septembre de 2024, on était à 7%, et bien 2016, nous étions à 6% de performance. Là, en octobre 2016, nous étions à 13,26%. Là, en 2024, on a 14,22%. On a un décalage de 1%, quoi. Donc là, je suis très curieux de voir ce que novembre va faire. Mais en tout cas, là, ça commence mal novembre, au niveau de prix du Bitcoin. Donc en termes de performance, s'il nous fait une espèce de 2%, là, 3% en novembre, le Bitcoin, ça voudra dire que décembre, autant il nous fait 30%, quoi. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en décembre, le Bitcoin monterait en fait autour de 90 000 €, enfin dollars plutôt, 90 000 $ à tout péter. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on dépasse 2016, on passe en 2017, c'est-à-dire l'année où il y a eu le top du Bitcoin durant le cycle de 2017, vous savez, rappelez-vous, à 20 000 $.
Et là, regardez, c'est le bazar. C'est-à-dire que là, il y a tout qui est dans le vert quasiment, à part quelques mois. Donc là, ce qui peut se produire, c'est qu'en 2025, et c'est très probable si on est face à un bull run, et on sera face à un bull run, mais en plus un méga bull run, c'est qu'on va voir 2025, ça va être une dinguerie en fait. Voilà. Donc novembre, retenez bien ça, on va voir ensemble, hein. Prenez un screenshot du tableau, enfin je sais pas. Mais on va voir ce que nous fait le Bitcoin. S'il nous fait une sorte de 2%, 3% de performance, et je vous tiendrai informé bien sûr fin novembre quoi, de ça. Mais alors là, on peut s'attendre vraiment à ce qu'en fait le Bitcoin nous répète le cycle de 2016-2017. Pas mal quand même. Donc c'est pour ça que je vous dis la puissance mathématique du Bitcoin est assez phénoménale puisque les cycles ont tendance vraiment à se répéter presque, presque au chiffre près quoi, à peu de choses près. Donc, très curieux de voir ce qu'il va nous faire. Bon, ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui, donc les amis. J'ai passé maintenant au prochain projet, c'est-à-dire VeChain, hein, comme d'habitude. On va commencer avec un premier tweet de la fondation VeChain directement, et même, en fait, tout simplement, le rapport financier de 2024, en fait, sur les deuxième et troisième trimestres de la fondation VeChain. Vous voyez, ils ont fait un tweet, hein, ils ont fait un article sous forme de tweet. Ils l'ont pas mis sur des sites officiels, ils l'ont mis directement sur Twitter, et là, vous voyez déjà, première information intéressante, la balance sheet des deux trimestres, en fait, Q2 et Q3 de 2024. Donc là, on voit qu'en termes de stablecoin, en fait, en juin, donc le 30 juin 2024, VeChain avait 26 millions, allez, entre guillemets, hein, de stablecoin, et au 30 septembre 2024, on n'avait plus que 11 millions. Donc là, ils en ont vendu un paquet. Pareil, en termes de valeur, on voit en termes de Bitcoin, ETH et VeChain, que ça, c'est ce que détient en gros, en termes de trésorerie, la fondation VeChain. Eh bien, on voit qu'il y a une baisse plus légère, hein. Donc là, en fait, de 278 millions, ils sont passés à 276 millions. Ils n'ont pas trop touché à ce portefeuille. Et donc, au total, en dollars, c'est là où c'est intéressant, en dollars, bien évidemment, ils sont passés de 305 millions de dollars à 288, on va dire, millions de dollars. Donc ils ont surtout vendu des stablecoins, comme on peut le voir là. Ils ont gardé les VeChain, ETH, Bitcoin, alors que le VeChain, je rappelle, hein, a été divisé par 2, voire 3, quasiment sur ce laps de temps. On a eu un massacre sur le VeChain en termes de prix, il faut le dire, hein, clairement. Donc c'est quand même une très bonne performance qu'ils ont en termes de trésorerie, malgré la chute des prix du VeChain et de l'Ethereum aussi. Également, Ethereum, c'est pas bien comporté en termes de prix, hein. Vous savez, je suis pas trop Ethereum de près. Et le Bitcoin, par contre, lui, est monté. Donc ça a pu un peu compenser, je pense, leur portefeuille. Mais bon, pour une fondation, je trouve quand même qu'ils débrouillent pas mal en termes de fonds, au final, alloués à leur trésorerie. Donc c'est plutôt une bonne situation pour la fondation VeChain. Et bien sûr, c'est très important, hein, parce que c'est ce qui fait la réussite en fait d'une entreprise. Parce que on peut appeler VeChain une fondation, mais même si c'est une fondation et que c'est censé être à but non lucratif, ils doivent quand même dégager de l'argent pour continuer à survivre et notamment à dépenser. Donc quand on parle de dépenses, vous voyez, donc là j'ai le expense sheet, donc c'est la liste en fait des dépenses qui ont été faites. Et on peut voir un petit peu en détail, vous voyez tout ce qu'ils ont dépensé. Donc ils ont dépensé au total 26 millions de dollars. Ça c'est la valeur en dollars. Et regardez, ils ont fait PR et marketing 11 millions quand même sur en fait le trimestre numéro 2. Hein. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au troisième trimestre, vous voyez, ils ont baissé de x10 leurs dépenses dans le marketing. Donc ils ont arrêté de dépenser dans le marketing visiblement. On va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que ça a un lien avec la plateforme VBetterDAO? C'est une bonne question. En termes juridiques, pareil, ils ont divisé par 2 leurs dépenses. Donc déjà, ils ont tout divisé par 2, sauf le EcoOps, notamment la TechOps, tout ce qui est développement en fait. Donc là aussi, mais ils ont réussi quand même à baisser, ils sont passés de 26 millions de dollars de dépenses à 13 millions. Donc là, ils ont dû se dire, ouais, le VeChain, il a bien baissé en termes de prix en 2 trimestres, on va faire des économies sur tout ce qui est faisable en termes d'économie, en fait. Voilà. Donc c'est assez intéressant hein, ce qui se passe, en tout cas, mais on peut voir que là, on est tranquille. VeChain a une bonne balance, entre guillemets, en termes de trésorerie. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est le plus important. Après, il y a les détails.
N'hésitez pas, je pense que je vous mettrai le lien directement du tweet, si vous avez Twitter, parce que comme c'est sur Twitter, il n'y a pas le choix, hein. Il faut obligé d'avoir un compte Twitter pour aller voir leur tweet. Je vous le mettrai en lien, comme ça vous pourrez vraiment feuilleter tout en détail tout ça. Allez, je continue cette fois sur les informations. Donc, on a un nouveau projet qui va arriver, hein, une nouvelle DApps, entre guillemets, qui va arriver sur la plateforme VBetterDAO qui s'appelle vet.domains. Et en fait, c'est, comme le précise son nom, c'est tous les noms de domaine VChain. Donc, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, les noms de domaine, vous savez, pour notamment l'ère Internet, ça a été vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que le moindre nom de domaine à l'époque, durant la bulle Internet, se vendait peut-être des millions de dollars. Notamment les noms de domaine aujourd'hui, des entreprises comme Coca-Cola, enfin n'importe, hein, Disney ou quoi, ça vaut des millions et des millions de dollars en fait. Donc là, on est dans une ère où effectivement les projets crypto sont en train de lancer leur propre nom de domaine, c'est-à-dire vet.domain. Voilà. Donc pourquoi pas. Après donc, ce nouveau partenariat, hein, bien évidemment. Ensuite, j'ai un autre tweet de Colin Brown, qu'on peut voir ici. Et là, je trouve très intéressant ce qu'il disait en termes d'information. Ça a été relié, reposté par la fondation VeChain, donc ça veut dire que ça a été quelque part validé par la fondation VeChain. Pour ça, je me permets de vous le montrer, ce tweet. Donc, il dit VeChain est en train de révolutionner tout ce qui est l'aspect du RWA, donc le Real World Asset, vous le savez déjà, et également l'Internet of Things, vous le savez déjà aussi. Donc, améliorer la transparence, bon voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, on voit qu'en ce moment, en fait, en termes de liste, en termes de place, VeChain se placerait, je dis bien sûr, pas le conditionnel, hein, parce qu'il y a tellement de facteurs que je trouve que c'est difficile quand même d'allouer un classement, mais c'est plutôt un classement en termes de capitalisation boursière. Ça, c'est effectivement, c'est véridique, parce que le premier projet en termes de capitalisation boursière qui est dans le RWA, c'est notamment Avalanche. Voilà. Mais en tout cas, en termes de capitalisation boursière, donc de market share, VeChain est à la 3e place. Donc sur un narratif qui est en totale explosion, quoi. Quand même très bon signe. Et sur la dominance de l'Internet of Things, ça aussi extrêmement important. Ils sont à 35,03% en fait de captation du marché, entre guillemets. Sur un marché qui est estimé à 5,18 milliards actuellement, hein, de dollars. Et qui a estimé à exploser en trillions de dollars d'ici 2030. Voilà un petit peu le potentiel en fait, et je trouve très intéressant parce que ça résume le potentiel de VeChain et surtout la technologie VeChain derrière au niveau du RWA et de l'Internet of Things. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo, je crois, sur l'Internet of Things, il me semble, faut que je la retrouve, et pour expliquer en tout cas ce que c'est, mais l'Internet of Things, par exemple, c'est tout ce qui est les objets connectés. Si vous avez une maison connectée, eh bien ça, c'est l'Internet of Things, parce que c'est au final votre maison qui est une chose qui est reliée à Internet, entre guillemets. Et donc, si en plus d'ailleurs vous mettez la blockchain, etc., ça sécurise, entre guillemets, vos objets connectés à Internet via la blockchain. Bon, si je vous fais le résumé, c'est un peu ça en fait. Donc c'est quelque chose, bien évidemment, quand on voit les problèmes de cybersécurité aujourd'hui, ce serait dommage quand même que votre maison soit piratée avec vos lampes qui s'allument toutes les 2 minutes ou ce genre de choses, hein. Voilà. Et bien sûr, la cybersécurité, c'est un des pans dans lesquels VeChain peut améliorer à travers la blockchain, machin, mais il y a aussi la supply chain, il y a aussi la logistique, enfin, il y a plein de choses, bien évidemment, en lien avec l'Internet of Things sur lesquels VeChain peut agir. Voilà. Allez, je finis sur VeChain, sur une petite conclusion sur le nombre en fait de nouvelles adresses. Comme vous voyez, parce qu'on m'a posé la question, je crois, dans la dernière vidéo, en commentaire, hein. Donc là, je vous montre la courbe. Donc on est toujours sur une phase ascendante, hein, sur le nombre de nouveaux portefeuilles, nouvelles adresses ouvertes en fait sur l'écosystème de VeChain, parce que là on a 4 342 000 adresses, nouveaux portefeuilles créés sur l'écosystème VeChain. Et on voit que là, entre août, vous voyez, et novembre 2024, on a eu une baisse, hein, c'est-à-dire qu'on était vraiment parti sur un lancement pulvérisateur là, entre octobre et août, hein, ouais, on est passé quand même enfin c'est plutôt de janvier à août, on avait quasiment pété les scores, 1 million de nouvelles adresses, et là depuis octobre, on voit ça se stabilise, mais ça monte malgré tout quand même, hein, parce qu'on était à 4 200 000 portefeuilles, on est passé à 4 342 000.
650 000 quasiment en portefeuille ont été la bienvenue sur l'écosystème du VeChain. Bref, voilà pour les nouveautés. Résumé bien sûr succinct parce que j'ai tellement de choses à dire dans les vidéos et j'ai pas assez de temps malheureusement, hein. Donc je suis obligé de raccourcir les choses. Mais voilà, donc ce sera tout pour VeChain aujourd'hui. Je vais passer maintenant à VV Digital Collectibles. Enfin, donc là j'ai carrément la vidéo du VVverse live en première showcase, épisode number 1. Donc effectivement, on a à gauche donc le Daniel Krauser, donc le cofondateur et le chef de développement en fait de VV Digital Collectibles, qui est en charge également du développement du VVverse. Et à droite, on a, je sais pas comment ça s'appelle, je dois avouer, je suis désolé, mais il fait partie également de tout ce qui est l'aspect lead community sur VV Digital Collectibles. Ça fait partie de l'entreprise normalement Ecomi. Voilà. Donc ils se font une interview entre eux en fait pour justement montrer à nous autres utilisateurs éventuels du futur, enfin du VVverse plutôt, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je vais vous passer quelques extraits parce qu'elle dure 30 minutes la vidéo. Je vous la mettrai également en source dans la description, dans les commentaires, la description de ma vidéo. Et comme ça, vous pourrez y aller directement et voir par vous-même. Donc je vais passer, je vais enlever le son par contre. Hop. Voilà, on va mettre les sous-titres en anglais. Tac. Donc là, ils se font un petit point où en fait, ils résument que d'abord, dans un premier temps, je vous dis en même temps, hein, le VVverse va être surtout si vous voulez, une amélioration du showroom actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, sur l'application VV Digital Collectibles, vous pouvez voir à travers votre smartphone vos collectibles digitaux 3D dans votre showroom, en fait, dans votre coffre. Parce qu'il y a un coffre virtuel dans lequel vous pouvez y accéder, mais c'est vraiment basique. Là, on va vraiment entrer dans une nouvelle ère, mais ça reste encore à l'état du showroom, si vous voulez. Donc, il explique tout ça rapidement, et après, voilà, à partir de là, on va passer directement à la démonstration du VVverse tel qu'il est aujourd'hui, avec des exemples. Voilà. Donc, je vais vous montrer directement. Voilà. Donc là, on est en train de... Ils sont en train tous les deux, hein, vous voyez, c'est les deux, donc c'est Daniel Krauser et voilà, personne, donc Rubard apparemment, qui, à travers leurs avatars, sont en train d'évoluer dans le showroom qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est-à-dire que là, c'est Daniel Krauser qui à un moment déclare que c'est lui-même, il a passé des heures à créer tout ce que vous voyez là dans la vidéo. Donc effectivement, et en fait, vous pouvez créer votre showroom de A à Z. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de showroom, mais à l'avenir, ça va être même des créations. C'est-à-dire ça pourra être en fait un peu comme un Minecraft, si vous voulez. Vous pourrez créer n'importe quoi et vous pourrez mettre vos collectibles digitaux 3D en fait en évidence dans votre monde que vous avez créé. Voilà, donc là, on est au tout début. Vous voyez, apparemment, là, ils sont en train de parler de la façon dont vous pouvez interagir avec le VVverse. Donc vous avez un avatar, vous pouvez le mettre à la troisième personne, à la première personne. Vous pouvez même voler, c'est pour ça qu'il avait un personnage qui était en hauteur, parce qu'en fait vous pouvez même le mettre en hauteur. Donc là il s'est mis à la première personne exprès, et donc vous pouvez voilà, créer en fait toutes sortes de choses, comme vous pouvez voir, pour mettre en évidence vos collectibles digitaux 3D. Et surtout vous pouvez les montrer à vos amis, vous voyez, parce qu'ils sont plusieurs, là ils sont deux, directement dans le VVverse. Voilà. Donc, ah oui, c'est assez important, là par exemple vous utilisez qui dit un contrôleur. Alors, là, par exemple, il utilise son PC. C'est-à-dire que c'est exactement comme Decentraland The Sandbox. C'est-à-dire que pour le moment, on entre dans un métaverse qui n'est pas vraiment un métaverse, en fait. C'est une sorte de jeu vidéo. Il faut dire ce qui est. Mais à l'avenir, donc vous pouvez également utiliser un contrôleur, mais à l'avenir, on pourra utiliser bien évidemment les casques de réalité augmentée, les lunettes de réalité augmentée, pourquoi pas pour entrer dans le VVverse. Donc pour l'instant, pour moi, c'est pas vraiment un VVverse, c'est plutôt un métaverse de type The Sandbox, de type Decentraland, mais bien plus puissant que les deux réunis en fait. Puisque là, on a quand même des NFT qui sont d'une autre génération, enfin qui sont quand même puissants, et surtout, vous pouvez faire pas mal de choses quand même.
C'est-à-dire, attendez, je vous montrerai derrière, voilà. Voilà, la voiture. Donc là, il montre, en fait, je vais essayer voilà, d'aller jusque là où le passage, je vous montre la voiture. Par exemple, ça, c'est la voiture, donc tout ce que vous voyez là, c'est des NFT, hein. Donc je rappelle, c'est des collectibles digitaux 3D que vous pouvez acheter sur l'application VV Digital Collectibles. Ce sont des NFT qui sont inscrits sur la blockchain. Et regardez les détails un petit peu. Alors là, il montrait rigoler. Ouais, on peut pas encore s'asseoir dans la voiture. Après, est-ce que on pourra un jour le faire? Pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est vraiment de la décoration. Vous voyez, ultra poussé, ultra détaillé, puisque vous voyez, vous pouvez ouvrir le capot, vous pouvez faire certaines choses, et vous pouvez jouer avec la lumière. Enfin, quand même, c'est très très détaillé. Faut avouer que là, on est dans un niveau bien plus développé que Decentraland et The Sandbox en termes de détails, en termes d'exploitation, on va dire, des NFT. Bon, en tout cas, on voit le potentiel. Bon. Après, là, ce qu'il montrait, c'est que ça reste encore de la déco. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on a les premiers jets de l'interaction entre son avatar et les NFT qu'on a achetés sur l'application. On n'en est pas encore à un niveau de gamification. D'ailleurs, ils en parlent à un moment, j'ai noté, hein. Ils disaient ouais, que en fait, on n'est pas dans un jeu AAA avec le VVverse. Tout simplement parce qu'ils visent à faire en sorte que le métaverse, VVverse, en fait, soit accessible à une multitude de personnes à travers une multitude de supports. Donc, que ce soit le support ordinateur, mais également smartphone, console de réalité, enfin voilà, lunettes de réalité augmentée et plein d'autres choses. Avec du coup des configurations à travers les machines qui sont toutes différentes les unes par rapport aux autres. Donc ils ont vraiment visé à faire ça, mais ça reste malgré tout, je trouve, très propre en termes de qualité, hein, vous l'avez vu notamment avec la machine. Voilà. Ensuite, ils montrent, là aussi c'est intéressant, c'est qu'en fait le principe premier de VVverse, là il va venir je pense, dans la vidéo, c'est que vous pouvez donc interagir avec vos NFT, ça je l'ai dit, mais surtout vous pouvez construire tout, absolument tout de A à Z. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est lui-même qui l'a construit. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, il y a une preuve après. Voilà. Juste là, il va y aller, il me semble. Voilà. Par exemple, là, à travers donc l'interface du VVverse, en fait, il va chercher des NFT, vous voyez, il va les trouver, donc il y a quelque chose pour déjà trouver ces NFT, ça c'est pas mal. C'est pas le cas forcément évident sur l'application VV Digital Collectibles. Donc là, il va utiliser, ouais, on va tous les données metadata les, du NFT qu'il a choisi, et ensuite il va l'insérer dans son VVverse au final, et on va le voir apparaître directement à l'écran. Vous allez voir, donc là ça charge, vous le voyez apparaître. Et après, il peut le mettre en décoration, quoi, entre guillemets, le bouger. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour vous dire, c'est un peu ce que je m'attendais, c'est un peu ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est que c'est un VVverse, je vais vous dire pas bidon, mais bon, c'est pas... on peut pas encore jouer avec ces NFT, quoi. Clair. C'est que la déco encore. Bon. Mais c'est quand même, voilà, on est quand même plus du tout là dans le cas où c'est VV, c'est juste des collectibles 3D, quoi. Là, on entre quand même dans quelque chose de bien plus puissant, puisqu'on entre, en fait, VV Digital Collectible vient à l'instant, là, sur une semaine, pour moi, hein, en tout cas, à mon avis, mais ça paraît plutôt logique, de se mettre au même niveau en termes de fonctionnalité que les projets comme The Sandbox et Decentraland. Voilà, c'est aussi simple qu'ils font pareil sur des sujets quand même. Donc ils sont bien sûr, ils ont pris de l'avance, hein, The Sandbox et Decentraland, mais en termes de land et tout notamment. D'ailleurs, ils en parlent pas là-dessus des lands et tout. Moi, j'ai pas vu, mais on va y venir. Et donc ça veut dire que là, on est quand même dans quelque chose. On a surtout des NFT très très poussés en 3D, qui bougent, avec lesquels on peut interagir. Et notamment, il y a un moment, on peut voir effectivement qu'on peut interagir avec les NFT. Je sais plus où c'était, c'est un peu plus loin là. Tac. Voilà. Voilà, on peut mettre les posters, on peut mettre les comics également. C'est-à-dire qu'on peut même lire les comics directement dans le VVverse. On voit quand même que là, ouais, les NFT, c'est un autre niveau, quoi.
Et voilà, ils bougent. Il y a des NFT qui sont animés également. Et vous pouvez interagir avec eux de façon très limitée. Voilà, par exemple, là, il a cliqué sur la figurine et elle s'est mise à faire son truc là. Donc, donc on voit bien que là, je trouve que le potentiel, il est tout simplement monstrueux en fait. Donc là, on a vraiment la base de ce qu'ils ont fait. Mais d'ici quelques années, s'ils continuent sur cette voie-là, ben, ils vont tout simplement pulvériser absolument tous leurs concurrents, que ce soit Decentraland ou de Sandbox. C'est obligé. Voilà. Donc, non, franchement, bullish. Moi, personnellement, à titre personnel, je reste vraiment bullish quand je vois ça et que je vois la qualité, ce qu'on peut faire directement. Et surtout, là où ça va être intéressant, c'est surtout que chaque en fait, fan qui possède des collectibles 3D aura accès au VVverse et pourra créer son propre showroom, son propre VVverse de A à Z. Donc on va se retrouver, je pense, avec des trucs, ça va être vraiment monstrueux, avec l'imagination des gens. Il y en a, c'est des barbares, hein. Il y en a, ils sont très forts dans la construction de, je sais pas, de châteaux, ou, j'en sais rien, moi, avec en plus les figurines au milieu et tout. Je pense qu'on va se retrouver avec des choses très intéressantes. Donc là, ouais, bien joué à VV Chat Collectible, même si c'était totalement la bourre dans les délais. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, hein, comme on dit le proverbe. Et on est loin encore de la gamification, hein. Voilà, c'est pas encore gagné, mais on s'y rapproche. Et ça, déjà, c'est pas mal. Et là, vous voyez à l'écran, d'ailleurs, il montre comment il met vous voyez, je vous disais le comics, c'est-à-dire voilà, la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on pourrait même faire un petit musée de ces bandes dessinées directement dans le VVverse. Et pourquoi pas les lire également en même temps au passage. Voilà. Donc, plutôt pas mal, hein. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que là, on va relancer la hype. En plus, juste avant le bull run, ça peut être pas mal. Et si on a de nouveau un narratif avec les métaverses, là, je pense que VV est très très bien positionné pour profiter et surfer sur la vague du futur narratif métaverse. S'il y en a un autre, parce que bon, le précédent était plutôt une bulle, hein, faut l'avouer. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Mais en tout cas, au niveau des fonctionnalités, c'est vraiment pas mal. Donc ce sera tout, hein, pour VV aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis sinon, je vais faire, rapide que le temps passe, je vais passer du coup à Ripple. Et notamment, pareil, hein, Ripple, on a les chiffres, vous savez, les bilans du troisième trimestre de 2024. Donc comme promis, donc là je suis sur le site hop, de Ripple, hein, vous voyez, officiel, du 1 novembre 2024, donc c'est extrêmement récent. Et donc, je vais rapidement là aussi aller à l'essentiel. Alors ça bug un peu, excusez-moi. Donc on a les résumés, mais voilà, j'avais repéré, hein, je vais sélectionner ce qui est vraiment intéressant, parce que je ne peux pas tout, bien sûr, vous montrer. Donc on a à la fin surtout des chiffres intéressants avec, hop, voilà, le Ripple USD, donc qui est bien sûr en route, et surtout les activités on-chain. Alors là, on voit quand même des choses phénoménales. Donc on voit que les chiffres ne se trompent pas, ne mentent pas. Déjà, les activités on-chain, on voit que le nombre de transactions a bondi de 99%. C'est-à-dire que en termes de AAM, on voit que la TVL, donc la Total Value Locked, dans le Automated Market Makers, a doublé tout simplement pour passer de 8,5 millions de dollars à 16,2 millions de dollars. C'est tout simplement incroyable en un trimestre en fait, ça a doublé. Donc on voit qu'il se passe quelque chose quand même sur le XRP là. Ensuite, au niveau des transactions, bon, forcément ça a augmenté parce que il y a eu plus de transactions, donc forcément il y a eu plus de burn. Les coûts moyens de transaction, regardez, en XRP, on est à 0,0026, donc ça a baissé de 32% malgré l'augmentation du nombre de transactions. Donc on voit que là, XRP, c'est vraiment une technologie où, enfin, quand vous voyez le frais de transaction qui sont tout simplement ridicules pour bouger des fois des millions, voire peut-être même pas des milliards de dollars, on ne peut que comprendre l'engouement pour les institutionnels, les banques notamment, pour ce projet. Logique, puisqu'on voit que les frais, même à l'échelle particulière, les frais bancaires pour faire une transaction, notamment transfrontalière, mais c'est une énormité. C'est entre 5 et 10% parfois du montant, quoi, suivant là où vous l'envoyez.
et suivant la banque que vous avez. Donc on voit qu'effectivement, il y a là aussi une véritable utilité et ça se retranscrit un petit peu dans les chiffres du dernier trimestre par rapport au deuxième trimestre. Ensuite, en termes de trésorerie, si je puis dire, en nombre de XRP, là aussi, c'est plutôt très bon pour Ripple ils avaient au 30 juin 2024 4 milliards 682 millions de XRP et ils en ont maintenant au 30 septembre 2024, ils en avaient 4 milliards 436 millions. Donc ça baisse. Hein. On imagine qu'ils utilisent ces XRP pour financer donc leurs projets, pour payer les salaires, bien évidemment. Mais il reste quand même de la marge, hein, puisqu'on a 4 milliards 436 millions avec un XRP qui vaut 50 centimes à peu près. Donc là, on parle d'une bagatelle, grosso modo, de 2 milliards, un peu plus de 2 milliards de dollars en termes de détention en USD, en valeur de USD. Et en plus, il y a également le On-Ledger Escrow, où là, il y a encore 38,9 milliards de XRP. Donc là aussi, on parle, allez, 20 milliards de dollars environ. Donc ça va, Ripple se porte plutôt bien, hein, faut dire, au niveau financier sur ce plan. Donc plutôt dans le vert aussi sur ce projet, un bullish, clairement, là on a les chiffres mathématiques qui ne mentent pas. Bon, ensuite, maintenant j'ai passé à quelques articles également pour Ripple, hein, plutôt intéressant. Hop, donc ça a bien marché. Alors, avec un premier article de Coin Academy, donc Ripple, donc 21 Shares dépose une demande auprès de la SEC pour un ETF XRP Spot aux États-Unis. Mais c'est marrant quand même, quand je vous dis que les institutionnels, ils sont comme des fous, ils sont réveillés, maintenant ils parlent plus que de la crypto à toutes les sauces, du Bitcoin à toutes les sauces, c'est que là on voit une véritable course, ils sont vraiment dans une course entre eux, pour celui qui détiendra le plus rapidement possible le plus de Bitcoin, on voit pour BlackRock, ou le plus d'accès aux ETF notamment, et là même on parle de XRP. Donc 21 Shares dépose une demande auprès de la SEC pour un ETF XRP Spot dans un contexte de la bataille juridique entre la SEC et Ripple, c'est-à-dire que le procès n'est même pas terminé, que eux, rien à battre, hein, je peux vous dire. Ils posent auprès de la SEC en plus, ils posent une demande auprès de la SEC qui attaque un Ripple. Donc là on rigole, vraiment on rigole. Donc on sent que même les institutionnels ne prennent même plus de gants, ne restent même plus prudents, ils disent bon la bataille juridique est terminée, de toute façon on y va, on fonce. Voilà où on en est, hein, pour le genre de projet. On voit bien que là, XRP, voilà, c'est de plus en plus attractif, hein, pour les institutionnels. C'est pas rien quand même. Toujours dans le domaine de l'institutionnel qui se lance à fond là, sur la crypto, là j'ai un article de Cointelegraph France, crypto, Franklin Templeton lance un fonds monétaire tokenisé sur base narratif RWA. Voilà, donc là on voit que les choses quand même s'accélèrent. Hein. Franklin Templeton affirme qu'il s'agit du premier fonds monétaire tokenisé à être lancé sur le réseau de couche 2 de Coinbase, c'est-à-dire Base. Voilà, donc les choses vraiment s'accélèrent. Hein. Je pense qu'on ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe là sous nos yeux. En 2024, on est vraiment à un tournant. C'est qu'on a les institutionnels qui sont rentrés dans la danse. Et c'est une énormité parce que je pense qu'on se rend pas compte de ce qui va se passer dans le futur là pour les prix du Bitcoin, des cryptos et tout. Je pense vraiment on ne calcule pas là. Donc Coin Academy, Immutable reçoit une Wales Notice de la SEC. Le régulateur s'attaque aux jetons IMX. Donc là on rigole encore. La SEC ça me fait vraiment penser à travers Guy Gensler au chien fou. Vous savez qu'à la rage, qui doit s'attaquer à tout le monde sans vraiment de preuves ou de raisons valables sur le plan juridique. Parce que de toute façon ils se prennent des cartouches derrière systématiquement par la justice américaine. Donc que vraiment ils sont bancals. Donc Immutable reçoit une Wales Notice de la SEC concernant son token IMX, accusant le régulateur de réglementation par coercition dans un contexte de tension accrue entre la SEC et l'industrie crypto. Là, on voit que effectivement, ça part vraiment en vrille pour la SEC, au moment, au contraire, les politiques, qu'on le voit avec la campagne notamment américaine, hein, Trump, Kamala Harris, où la crypto reste quand même un enjeu non négligeable. Bon. Allez, je continue avec un autre article. Donc cette fois,
Hop, un article de journalducoin.com, crypto-monnaie, la répression de la SEC aurait coûté 400 millions de dollars au secteur selon la Blockchain Association. Donc effectivement, on voit bien que la SEC a porté vraiment du mal, et ça se chiffre là aussi mathématiquement à tout le secteur crypto, en tout cas aux États-Unis. Peut-être même au-delà. Donc on voit bien que là, Gary Gensler est responsable en fait d'un potentiel retard technologique des entreprises américaines du secteur crypto par rapport aux autres entreprises dans le monde qui ne sont pas soumises à cette oppression réglementaire. Donc je pense que Gary Gensler va vraiment devoir rendre des comptes un jour ou l'autre justement sur cet aspect-là parce qu'il a fait perdre des millions de dollars à beaucoup de gens. Ensuite, cryptost.fr. Là on rentre dans quelque chose d'intéressant également si on prend du recul sur le plan géopolitique. Les paiements en monnaie numérique de banque centrale pourraient exploser de 2430% d'ici à 2031. Ça c'est pas une bonne nouvelle, hein, bien évidemment. Mais ça montre un petit peu aussi également pourquoi les institutionnels, et notamment les banques centrales, les gouvernements s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, mais surtout à la blockchain derrière. Parce que si vous couplez les monnaies numériques de banque centrale à la blockchain, ce que envisagent beaucoup de banques centrales, et à juste titre, hein, puisqu'il n'y a pas de meilleure technologie en ce moment pour la traçabilité, eh bien on va se retrouver avec, nous les citoyens, un moyen en fait de contrôle à la chinoise, hein. Pas rêver. Donc c'est un peu qui nous pend au nez, et comme là on est dans un monde où on voit bien qui part en vrille en termes du recul de démocratie, eh ben voilà, c'est pas étonnant. Ce serait pas étonnant à voir, en tout cas. Voilà, mais ça rappelle aussi tout à fait les enjeux des stablecoins. Et oui, puisque les monnaies numériques des banques centrales, en fait, ce sera rien de moins que les concurrents en fait des stablecoins sont déjà existants. Et donc ça rappelle justement tout l'enjeu en ce moment majeur qu'il y a, même réglementaire, d'oppression sur les stablecoins. Actuellement, notamment Tether, le USDC, même en Europe, on a vu avec la loi MiCA, il y a Tether qui on se pose la question s'ils vont même pas se faire éjecter de l'Union européenne. Enfin, on sent qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a un enjeu de plus en plus fort autour de la crypto, là aussi, sur ce plan. Bref. Bon, donc je vais passer encore un petit article, voilà. Et là, en fait, on passe aux actualités économiques. Directement, ça devient intéressant. Donc la Russie, l'article de bitcoin.com news, la Russie insiste pour une nouvelle plateforme de métaux précieux afin de remodeler le commerce des BRICS. Donc là, on voit qu'effectivement, en 2024, on a un point de basculement là-dessus sur le plan géopolitique, puisque avec le sommet donc, qui s'est déroulé en Russie, Kazan, on a vraiment une coercition, on va dire, entre les BRICS et les BRICS Plus également. Et donc, ça y est, la Russie est sortie du marché international en fait des métaux précieux. Ça que ça veut dire, ils parlent de remodeler le commerce des BRICS, c'est-à-dire qu'ils vont faire des commerces entre eux, et ils vont éjecter au final, c'est pas eux qui vont nous éjecter, c'est nous qui les avons rejetés, au final, avec les sanctions d'ailleurs qu'on a pris contre la Russie. Mais manque de peau, la Russie, c'est un petit peu le modèle, c'est un peu le leader au niveau des BRICS. Donc on a vraiment rien compris, nous, en Occident, avec les sanctions qu'on a prises, inutiles d'ailleurs, contre la Russie, puisqu'en plus les États-Unis sont en train de revenir sur leurs sanctions là. On rigole. Donc on va se retrouver vraiment les dindons de la farce dans l'histoire de la guerre contre la Russie. En fait, n'était même pas à la base finalement notre vraie guerre, puisque c'est l'OTAN, donc les États-Unis qui ont déclenché le bazar. Mais ça va nous retomber sur la figure, il ne restera plus que nous à la fin, parce que les États-Unis sont en train de se retirer de l'affaire. Bon. Allez, je continue. Maintenant, j'ai passé au BRICS Pay. Alors là, je veux carrément vous montrer, parce qu'il y a eu plein de rumeurs comme quoi c'était pas vrai et tout, mais si c'est vrai, il y a vraiment quelque chose. Parce que sur le site même, voilà, vous voyez, je suis sur BRICS Pay, donc je peux pas vous dire mieux. Donc avec, vous voyez, What is the BRICS Pay QR. Donc BRICS, on parle bien de Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est vraiment l'organisation. Avec également les pays du BRICS+, c'est-à-dire les nouveaux pays qui sont rentrés dans l'alliance des BRICS début 2024, donc on a par exemple l'Arabie Saoudite, l'Égypte, d'autres pays. Et donc le principe du BRICS Pay, vous voyez à travers le smartphone, c'est que vous pouvez donc créer un compte, voilà, vous mettez votre carte
bancaire, en fait, qui sera une carte de paiement spéciale BRICS, ce qu'ils ont dit. Et derrière, vous pourrez faire vos paiements même à travers un QR code sur les devises en fait des BRICS, c'est-à-dire Brésil, les devises du Brésil, la Russie, donc le rouble, l'Inde, le roupie, la Chine, donc le yuan, et l'Afrique du Sud. Voilà. Donc c'est bien, ça existe, non, c'est pas des rumeurs, c'est pas du tout du pipeau, on y est là. Donc c'est vrai que ça fait pas plaisir aux médias occidentaux, hein, mais c'est le cas quoi. Donc là on y est, on touche du doigt l'affaire. Et donc, on voit bien qu'on a une dédollarisation, forcément, parce que dans cette carte-là, vous imaginez que forcément, il n'y a pas le dollar hein, dans les monnaies de devises des BRICS. Donc, on est vraiment dans la dédollarisation totale. Voilà. Donc, je vais revenir tout d'ailleurs sur la page d'accueil des BRICS. Voilà. Pour prouver que je vous dis bien vrai, je lâche sur la page d'accueil. Oui, BRICS Family, qu'est-ce que c'est? Vous avez les pays en fait membres des BRICS en 2023, c'est-à-dire les principaux pays fondateurs des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et les nouveaux pays des BRICS avec l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les autres, je sais plus qui c'est. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant également, c'est qu'ils disent que les BRICS aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est 33,9% de la surface terrestre. Ils disent comme ça c'est marrant. 24,5% des volumes d'exportation, 39,3% de la production industrielle quand même, 45,2% de la population mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le délire quand même. C'est en train de se passer là. Et le GDP at PPP, donc tout ça 36,7%. Et je rappelle que les BRICS ont, alors je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, ont dépassé le GDP, donc en fait la puissance économique quelque part, des G7 pour la première fois de l'histoire. Voilà un petit peu pourquoi on est vraiment, on voit, on est dans un tournant total, hein. Et en plus, ça y est, ils ont mis leur mode de paiement officiel, on l'a vu, hein, à travers un QR code pour l'instant, mais ça a vite évolué, je pense, en carte bancaire totalement physique, pourquoi pas. Voilà, on en est. Donc je continue au sommet du BRICS, on voit qu'ils ont parlé de ça au sommet des BRICS. Ils ont également parlé, je dis pas de bêtises, ouais, voilà. Donc j'ai un article de Les Échos, si mon ordinateur veut bien marcher. Voilà, un article de Les Échos. Donc l'Inde et la Chine actent leur dégel diplomatique. Donc là, on avait, euh, pour rappel, il y avait toujours eu un conflit entre la Chine et l'Inde depuis des dizaines d'années sur leurs frontières. Il faut savoir que l'Inde et la Chine ont un bout de frontière ensemble, notamment dans l'Himalaya. Et rappelez-vous, en 2020, il y a eu même des morts, parce que malgré un désarmement des patrouilles frontalières, ils s'étaient tapés dessus, les patrouilles frontalières chinoises et indiennes s'étaient tapés dessus, et il y avait même eu des morts, enfin, truc de fou, quoi. Et depuis, donc il y a toujours eu des tensions sur ce bloc de terre, en fait, que chacun se revendique un petit peu, d'un côté comme de l'autre. Et pour la première fois, à travers donc, le sommet de Kazan, Xi Jinping et Modi hein, ont eu leur premier échange en face à face depuis 5 ans, hein, pour vous dire un peu les tensions qu'il y avait. Et pourtant, ils font partie de la même alliance économique. Donc c'est pour ça que les Occidentaux, enfin, notamment les États-Unis, mettaient le paquet sur l'Inde en termes d'accords commerciaux, d'alliances, etc. Parce qu'ils savaient que en fait, l'Inde ne pouvait pas saquer, entre guillemets, la Chine, et vice-versa. Donc c'était vraiment le maillon faible un peu. Mais là, avec le rapprochement récent, vous voyez, de l'Inde et de la Chine, puisqu'ils sont mis d'accord apparemment sur leur patrouille frontalière, et donc sur une frontière, en fait, de démarcation claire, eh bien, on est vraiment dans un dégel diplomatique. Et donc, renforcement du BRICS. Donc, si on met en plus l'Inde au milieu, qui est, on va dire encore, par rapport à un regard occidental, on va dire que l'Inde a toujours été plus ou moins neutre, alors que la Chine prend de plus en plus parti de la Russie, on le voit bien, et la Russie, la Russie c'est le mouton noir de toute façon. On voit bien actuellement quand on entend quand on voit la bêtise qu'on a fait de prendre les sanctions contre la Russie. Enfin voilà. Donc on voit bien que là, mal barré pour nous, hein, puisque l'Inde et la Chine se mettent vraiment d'accord là-dessus. Et donc on part sur une alliance vraiment efficace peut-être des membres des BRICS hein, et bientôt des BRICS+, puisque je pense que cette alliance va peut-être s'étoffer.
À noter que d'ailleurs, au sommet de Kazan, ils sont mis d'accord les BRICS pour ne pas encore, enfin pour l'instant en tout cas, ne pas recevoir d'autres membres. Ils veulent pour l'instant, ils gèlent les nouvelles entrées entre guillemets, mais temporairement, sûrement pour voir un peu comment ça va évoluer avec leurs nouveaux partenaires déjà de 2024. Après, ils veulent pas prendre tout le monde, hein, ça se comprend, dans leur alliance, ou être plutôt sélectif. Ensuite, autre petit article de la presse, ça, au 2 novembre 2024, l'Arabie Saoudite a mené des exercices militaires avec l'Iran et d'autres pays. Et oui, voilà. Voilà d'où ça vient un peu les BRICS. Hein. Ce que ça fait, c'est qu'on a les ennemis héréditaires, on va dire l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui ne peuvent pas se saquer, n'ont jamais pu se voir. Et finalement, ils sont arrivés à travers les BRICS, eh bien, à même se mettre d'accord et à faire des exercices militaires ensemble. Ça, c'est quand même très révélateur, notamment pour l'Israël. Justement, l'Israël qui a toujours profité de cette mésentente entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Eh bien, en ce moment, on voit que, voilà, l'Israël risque d'être prise, justement, entre deux feux, hein, avec l'Arabie Saoudite et l'Iran. Bon, ça dégénère, bien évidemment. On espère que ça dégénérera pas, mais on voit bien que là, il se passe des choses quand même au niveau géopolitique, et qu'on a vraiment de plus en plus le bloc occidental et le reste du monde, au final, qui est en train de s'allier, parce qu'ils en ont marre, hein, on peut que les comprendre, de la domination du dollar, du tyrannisme du dollar, au final, et de l'euro également, il faut le dire. Voilà. Donc on ne peut que comprendre ces pays. Mais un peu, voilà ce qui s'est passé un petit peu, je pense qu'on peut en résumer de ce sommet à Kazan, plus des éléments, on va dire, qui gravitent plus ou moins directement ou indirectement autour du sommet des BRICS derrière. Voilà. Donc maintenant, est-ce que j'ai un autre article? Ouais. Maintenant, je passais à un article plutôt révélateur sur la situation de l'Europe et notamment de l'Allemagne, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, Volkswagen va fermer 3 usines, une décision historique en Allemagne. C'est quand même révélateur de ce qu'on est en train de vivre et surtout de la bêtise de nos politiques quand même sur les sanctions qu'ils ont prises contre la Russie, puisque je rappelle qu'avec l'énergie qui a été multipliée par 3 ou 4, eh bien, l'Allemagne et les entreprises allemandes ne sont simplement plus compétitives aussi pour rivaliser avec les entreprises, notamment chinoises, même au niveau des voitures électriques, parce qu'en fait, c'est la branche électrique de Volkswagen qui est en train de couler, littéralement, par rapport au marché asiatique. Voilà. Donc, vive la transition énergétique, voilà. Hein. On voit un peu ce que ça donne quand c'est mal géré et qu'en plus, on rajoute par-dessus la crise énergétique. Bravo. Bravo, ils ont bien joué les politiques, on peut vraiment les applaudir, clairement. Bon, allez, je vais passer maintenant rapidement en cette jeune vidéo au cours de l'or. Voilà, donc l'or, lui, continue de nous faire n'importe quoi. Il nous a encore atteint un nouveau record cette semaine avant de corriger légèrement. Hein, pareil, hein, je l'ai vu passer en direct, donc le record. Hein. Il a quasiment frôlé en fait les 83 000 euros le kilogramme 24 carats. Simplement du jamais vu dans l'histoire. Voilà. Regardez un petit peu cette courbe de fou que nous fait l'or, nous fait du Bitcoin, et même le Bitcoin n'a pas été aussi performant sur le mois, enfin sur l'année de 2024. Alors, j'exagère, mais on n'est pas loin, quoi. On n'est pas loin d'une performance en Bitcoin qui se rapproche de la performance du Bitcoin, enfin de l'or plutôt, qui se rapproche de la performance du Bitcoin, du jamais vu. Donc, c'est également révélateur sur la situation économique mondiale qui est en train de partir en vrille, puisque l'or, c'est le baromètre de l'économie mondiale. Et enfin, je vais finir sur un dernier petit tweet de The Cobaculator très intéressant sur justement la situation, je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais parlé de Warren Buffett notamment, et de pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait sur Warren Buffett et notamment Berkshire Hathaway, hein, son entreprise de gestion d'actifs. Ils ont tout vendu d'ailleurs, enfin, ils n'ont pas tout vendu, mais heureusement d'ailleurs. Mais déjà Warren Buffett a effectivement vendu beaucoup d'actions. Donc, et en plus, il a ordonné à son entreprise de faire pareil, c'est-à-dire d'avoir le plus de cash possible en stock. Et ça, c'est pas bon, parce que si les investisseurs, en fait, les entreprises gardent du cash, ne l'investissent pas, alors que normalement, c'est la règle numéro 1 de tout investisseur, de toute entreprise, c'est d'investir leur cash, entre guillemets, pour justement aller plus vite que l'inflation ou même faire des profits. C'est la base, on va dire, de chez base.
que une entreprise comme Berkshire Hathaway préfère garder du cash et que un investisseur chevronné type Warren Buffett préfère garder du cash en ce moment, ça veut vraiment dire qu'il parie sur un effondrement en fait boursier. C'est aussi simple que ça. Donc on le voit ici hein, dans ce que dit The Kobeissi Letter d'ailleurs. This is insane, c'est incroyable, c'est fou. Berkshire Hathaway a juste annoncé qu'elle gelait en fait tous les rachats d'actions à hauteur de 325 milliards de dollars de cash. Je ne sais pas si vous imaginez le délire, 325 milliards de dollars hein, de cash. Incroyable. Donc Berkshire Hathaway a acheté 0 $ de stock d'actions, hein, que ce soit partout que ce soit, hein, sur tous les marchés que ce soit, au troisième trimestre 2024. Déjà une première hein, dans l'histoire de Berkshire Hathaway peut-être. J'ai pas l'historique, hein, mais c'est quand même assez révélateur. Pour comparer, voilà, c'est 345 millions de dollars au deuxième trimestre 2023 et 2 milliards de dollars dans chacun des deux premiers quarts de l'année 2023. Donc là, en fait, ils avaient investi en fait 345 millions de dollars en 2023 déjà. Donc ils sont vraiment là, ils n'ont rien fait. Voilà un peu ce que ça donne. Et regardez, Berkshire Hathaway a donc amélioré leur stock de cash depuis 2 ans avec une proportion incroyable. Vous voyez, ils ont fait péter leur score entre 2023 et 2024. Donc, ils prévoient quelque chose, en fait. C'est tout. Donc, on voit là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la stock de 325 millions de dollars, 1 milliard, pardon, de dollars de cash de Berkshire Hathaway, c'est plus, en fait, que le market cap de Netflix et de la Bank of America réunis, en fait. Vous voyez? Donc là, si par exemple, il prévoit un crash boursier, que va faire Warren Buffett à travers Berkshire Hathaway? Parce que c'est Warren Buffett derrière, bien évidemment, qui tire les ficelles. Eh bien, il pourra racheter à bas prix des entreprises comme Netflix, voire la Bank of America, en fait. Et ça, la force d'un bon investisseur aujourd'hui, c'est que même en temps de crise, il en fait une opportunité. C'est ce que prévoit visiblement Warren Buffett. Et donc là aussi c'est intéressant parce qu'effectivement on est dans un niveau où justement tout le monde est en train de dire c'est l'euphorie, on voit faut investir maintenant, notamment on voit Nvidia et tout qui explose toujours à la hausse, et pourtant on voit que Warren Buffett lui fait l'inverse, il vend des stocks, on va dire, j'allais dire de munitions, mais non, c'est des stocks voilà, d'actions boursières au moment où c'est vraiment dans le vert. Donc qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui sait que nous on ne sait pas? Ça va péter, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, pour vous dire, faites attention si vous avez des actions boursières. Voilà, vous avez le number one de l'investisseur chevronné professionnel qui, lui, est en train de se mettre tout simplement en retrait du marché. Donc, moi, je vous dis ça. Je ne suis pas un expert. Je vous dis, moi, je ne suis pas dans le marché boursier, déjà par aspect moral des choses, niveau philosophique. Mais quand je vois ça, c'est quand même un signal énorme, je pense, hein, vis-à-vis du futur du marché boursier des actions. Voilà. Donc, je vous rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, hein, bien évidemment. Ce que je dis dans cette vidéo, c'est juste informatif. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit like pour soutenir un peu le travail de ma chaîne, à vous abonner également, ça fait toujours plaisir de voir la chaîne grossir. Je vous remercie au passage toujours plus pour votre soutien, notamment régulier hein, pour certains comme Lip, Roger, enfin voilà, c'est top. Et puis sinon, écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des choses à dire, des questions, des pistes aussi pour d'autres vidéos, d'autres sujets, si j'ai le temps, parce que c'est vrai que la semaine, il y a 24 heures par jour, 7 jours dans une semaine, je peux pas vraiment me découper, donc je suis obligé de faire des grosses vidéos comme ça, hein. Je sais que c'est pas forcément idéal, mais j'ai pas le choix, c'est le seul dimanche, c'est le seul moment où je peux faire vraiment une vidéo quoi. Donc tout le reste de la semaine, c'est impossible. Trop chargé. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Donc profitez bien de vous, prenez soin de vous. Et puis voilà. Allez la bise, ciao.